BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. C'est ça, hein, Juan José Dorado, c'est finalement le commerce, comme dit Daniele. Le commerce a été vraiment un facteur de paix, un facteur de pont entre les peuples pendant toute la période post-guerre froide. Et aujourd'hui, c'est presque le déclencheur d'une nouvelle tension géopolitique mondiale, ce même commerce. Sans aucun doute, déjà parce qu'effectivement, l'OMC était l'un des acteurs majeurs du commerce mondial. Et depuis plus d'une décennie, l'OMC ne compte plus, que ce soit pour la Chine, que ce soit pour les États-Unis de Donald Trump. Mais dans le cas concret d'Emmanuel Macron en Chine, il était temps qu'il aille quand même en Chine, parce qu'il n'est allé qu'en 2023 et maintenant en 2025. Entre-temps, et là je vous donne l'exemple, le président espagnol est allé à 3 fois et un voyage officiel du roi et de la reine d'Espagne vient de se terminer du côté de la Chine, parce que vous avez, l'Espagne est devenue en quelque sorte une espèce de tête de pont entre la Chine et l'Europe, parce que, rappelez-vous tout simplement, toutes les critiques autour des panneaux solaires qui étaient fabriqués en Chine et qui ont envahi l'Europe. Aujourd'hui, on parle effectivement des transferts des technologies, on parle des énergies vertes, on parle aussi des soucis de batteries électriques. L'Espagne vient d'inaugurer, enfin vient d'émettre la première pierre avec une entreprise chinoise et d'ailleurs Stellantis qui est du projet vient de commencer les travaux d'une giga-usine des batteries électriques en Espagne. Il y a 4 milliards d'euros qui sont investis par la Chine en Espagne. Il y a d'autres milliards qui vont arriver. Et comment l'opinion publique voit ça en Espagne? Est-ce qu'on accueille les investissements chinois à bras ouverts ou est-ce qu'on a aussi les mêmes polémiques qu'on a en France par rapport, par exemple, à l'inondation des petits colis, par rapport au fait que l'Europe soit devenue un marché un peu déversoir de produits chinois depuis que le marché américain s'est fermé? Est-ce que ça, c'est un sujet qui tient à cœur les Espagnols? Là, c'est un sujet complètement différent dans le sens où là, on parle des investissements massifs des Chinois qui créent des emplois. On fait pousser des usines, on crée des emplois, on apporte de la technologie. Ça, voilà. Donc, ils vont apporter de la technologie. On parle des transferts de la technologie, des technologies, mais en même temps, la Chine envoie pour cette méga usine, on voit 2000 ressortissants chinois travailler en Espagne. Donc, c'est-à-dire que, oui, il y a, entre guillemets, un transfert de la technologie, mais parce que ces ingénieurs chinois arrivent en Espagne, c'est eux qui vont, en fait, installer les technologies telles qu'ils les comprennent. Mais donc, pour les Espagnols, il est certain que la Chine aujourd'hui est le pays auquel on doit se référer. Parce que nos relations, que ce soit bilatérales de l'Espagne avec les États-Unis, sont très mauvaises, parce qu'effectivement, en Europe, il y a un certain nombre de pays. C'est pour ça que je pense que pourquoi Emmanuel Macron a mis autant de temps à aller en Chine, même si on verra dans quelques jours ou dans quelques semaines quel est le résultat réel de ce voyage, en sachant que sur la partie géopolitique internationale et l'Ukraine, dont on pourra parler, ça n'a pas été très fort, ils n'ont pas eu l'accord des Chinois. Et d'un autre côté, effectivement, vous avez parlé de la balance commerciale, qui est très déséquilibrée, mais en même temps, qui n'a pas une balance déséquilibrée avec les Chinois. En tout cas, on sent en vous écoutant qu'il y a une approche espagnole assez pragmatique dans sa relation avec la Chine. Juan José, qu'est-ce qui peut arrêter Vladimir Poutine, en fait? Cette question, là, je commence à me la poser, mais tous les jours, voilà. Personne aujourd'hui, je pense, qu'il peut l'arrêter. Emmanuel Macron, rappelez-vous, au début de l'invasion de l'Ukraine, a essayé de maintenir le contact avec lui et ça n'a pas été possible. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Macron est tout le contraire, en fait. Et parmi ceux qui lidèrent l'opposition à Poutine, c'est clair que ce ne sont pas les États-Unis qui vont pouvoir freiner Poutine, ni la Chine, parce que la Chine a des intérêts, à sa propre agenda à elle. Donc, que ce soit parce qu'il y a Taïwan juste en face et quelque part, ils ne vont jamais condamner Moscou de faire ce qu'il pourrait faire dans quelques temps. Et d'un autre côté, tout simplement parce qu'effectivement, la Chine a une puissance telle que si elle voulait, pourrait faire du mal à la Russie, sauf qu'elle n'a aucun intérêt à le faire. C'est pour ça qu'il y a eu cette fin de non-recevoir assez rapide de Xi Jinping par rapport à Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, l'Europe ne peut jouer que le petit rôle qui est le sien encore aujourd'hui, parce qu'elle a été écartée des négociations par les États-Unis. Mais, in fine,
l'Europe devra jouer un rôle. Parce que, de toute façon, la politique des États-Unis avec Donald Trump pourrait changer dans 2 ans. C'est une réalité. Dans 2 ans et demi, elle pourrait changer. Et ce qui change très rapidement aux États-Unis, qui ne change pratiquement jamais du côté de la Chine, pourrait effectivement conforter l'Europe dans ce rôle. Donc si quelqu'un peut aujourd'hui continuer à faire face à Poutine, c'est l'Europe, même si elle est aujourd'hui effectivement faible par rapport à un autocrate qui fera ce qu'il veut et qui est dans la surenchère permanente. Et en même temps, Juan Rosé, Narendra Modi, si on gratte le vernis, il reste quand même peut-être pris en tenaille entre Washington et Moscou. Je veux dire, d'un côté, s'il écoute Donald Trump, eh bien, finalement, il contribue à la chute des recettes pétrolières de Vladimir Poutine, et donc il l'affaiblit dans son effort de guerre. Et en même temps, il est aussi lié dans un partenariat stratégique très important avec les États-Unis. Oui, c'est le mot que vous avez utilisé. Ils sont en tenaille, justement, parce qu'on sait bien quelle est la relation que l'Inde a toujours maintenue avec les États-Unis, qui a été soutenue par les États-Unis très souvent. C'est vrai que là, c'est un changement qui est du moment géopolitique. Je ne pense pas que ce rapprochement entre la Russie et l'Inde soit structurel, qu'on va parler de ce rapprochement dans 20 ans. Non, je ne pense pas. C'est parce que c'est du gagnant-gagnant pour tous les deux. Et l'Inde, effectivement, essaye de profiter, vous l'avez dit, parce que c'est quand même une puissance internationale. Mais au-delà de tout ça, elle doit quand même garder ce contact avec les États-Unis qui a toujours été derrière l'Inde. Sans oublier, bien sûr, l'Europe occidentale qui a beaucoup aidé l'Inde. Donc, le mot aujourd'hui, c'est justement, on tenaille entre ces deux blocs. Mais je ne pense pas que ce soit un rapprochement structurel. C'est juste aujourd'hui géopolitique, et ça s'arrêtera peut-être avec la fin de la guerre en Ukraine. Alors, pour terminer ces experts sans frontières, on voulait exceptionnellement, à la place de notre carte blanche où chaque expert sans frontières choisit un article local, j'ai demandé à chacun d'entre eux de choisir un plat de leur pays d'origine. Pourquoi ? Parce que nous avons avec nous Daniele Zappala, donc docteur en géopolitique, qui vient de sortir Cuisine Cousine aux éditions de l'Harmattan. C'est une histoire du soft power culinaire européen. Donc on va essayer, si ça vous va, de faire un peu ensemble de géopolitique culinaire avec vous, Daniele. On commence avec vous, Adina Revol. Je crois que vous avez choisi un plat local qui vient de Roumanie. Oui, parce que je suis née en Roumanie, et puis bon, il y a un plat qui est assez spécifique aux Balkans d'une certaine façon. Ça s'appelle les sarmalés, c'est du chou farci en fait. Les sarmalés. Sarmalés, voilà, c'est ça. Et vous voyez, donc on prend des feuilles de chou, ou ça peut être des feuilles de vigne. Mais par contre, c'est pas du chou qu'on trouve en France, parce que c'est une spécialité de chou qu'on peut rouler. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et à l'intérieur, on peut faire avec de la viande, un mélange. C'est une très bonne tête. Ouais. Voilà, ça se mange en Grèce aussi, donc dans les Balkans. Et donc soit on peut faire végétarien, soit avec de la viande, et on mange ça avec de la crème fraîche. Daniele, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, avec votre lecture géopolitique, ces sarmalés ? C'est un plat qui est un miroir de l'histoire et du rôle géopolitique de la Roumanie, dans la mesure où c'est un plat carrefour, où on voit bien effectivement l'influence grecque qui est très évidente, l'identité. Malgré tout, en fait, l'héritage de l'identité, de l'histoire latine de la Roumanie, et en même temps, il y a l'influence avec les épices, etc., notamment turque. Et donc là, c'est vrai que c'est un plat national qui montre que la Roumanie a peut-être un rôle énorme à jouer dans les prochaines années. Mais c'est bingo, c'est exactement ça. Ben voilà, les sarmalais, carrefour de l'identité européenne de l'Est. Chenian Li, vous avez choisi quoi comme plat ? Le canard laqué de Pékin. C'est un plat traditionnel et emblématique de Pékin. Le canard est d'abord laqué, puis rôti, ce qui lui donne une peau croustillante et brillante, et une chair tendre et parfumée. Donc c'est un plat très connu en Chine, mais aussi dans le monde. Avec un plat extrêmement réputé chez nous. Daniele ? Alors déjà, il faut dire que la Chine est bien évidemment l'un des grands acteurs aussi de ce qu'on appelle la géopolitique du goût. Et c'est vrai que ces plats est un peu le reflet de ce qu'on appelle en fait les paysages à manger ou la cuisine paysagère. Car en fait, on peut les remarquer quand on va dans un restaurant chinois. Très souvent, il y a dans les décors des paysages. Pourquoi ? C'est un reflet en fait de la philosophie de Confucius. Cet équilibre qu'on recherche dans la composition. Et donc, c'est vrai que
en fait, ces plats qui esthétiquement sont très beaux, donc il y a les côtés paysagers, sont aussi les reflets de cette ancienne philosophie d'équilibre. Et donc, voilà, c'est un peu des paysages, en quelque sorte, chinois qui sont en fait, qui se reflètent sur l'assiette. Voilà, donc on a, avec les sarmalais, le carrefour européen, avec le canard laqué, l'héritage philosophique de Confucius. Et avec vous, Juan José, on part sur quel plat? Un plat qui identifie l'Espagne tout de suite, partout dans le monde, c'est la paella, bien sûr. C'est du riz, essentiellement. C'est un plat qui est né en Espagne, enfin du côté de la région de la Méditerranée, en Valence, à partir du 15e siècle à peu près. Et c'est du riz avec des produits du champ. Et donc, c'était le plat typique que mangeaient les agriculteurs espagnols quand ils allaient travailler effectivement sur les champs. Alors, et ce plat est devenu l'image de l'Espagne, bien sûr, avec l'omelette de pommes de terre, la tortilla des patatas. Mais c'est vrai que la paella reste un plat très particulier, mais surtout le riz, quelque chose que nous, on partage avec justement les Italiens, avec qui on se fait la guerre souvent, savoir quel est le meilleur riz, que ce soit le riz meloso qui font les Italiens, que ce soit le riz en paella que font les Espagnols. Allez, bataille de riz avec notre ami italien Daniele Zappala. Quelle est votre lecture géopolitique de la paella? Déjà, c'est un best-seller culinaire européen incroyable et c'est aussi le reflet de, en fait, cette incroyable nature écologique de la cuisine méditerranéenne. Car effectivement, comme dans le cas de la pizza pour le dire à la française, c'était des plats historiquement pour les pauvres, pour les tout venants, qu'on a en fait préparé avec tout ce qu'il y avait en fait selon les saisons. Donc d'une certaine manière, c'était effectivement tout ce qu'aujourd'hui en fait on prêche d'un point de vue de la saisonnalité, etc. Voilà, déjà et tout était là. Car effectivement, ce sont des plats qui tenaient compte des contraintes écologiques de la Méditerranée, qui est certes une région magnifique, mais qui a des conditions climatiques et des conditions parfois aussi géographiques, morphologiques compliquées. Donc c'est peut-être l'une des cartes en fait des visites du succès encore pour longtemps de la cuisine européenne dans le monde. Bon, je me lance dans l'arène aussi parce que là, je suis jaloux de vous entendre avec vos plats. Je vous en avais pas parlé avant, Daniele, mais moi c'est vrai que j'ai un petit faible pour mes petits agneaux des présalés. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, Daniele. Oui. Si vous pouvez comme ça à chaud nous faire une lecture de ces agneaux des présalés qu'on trouve, on en a en Vendée, là où il y a des marais salants, donc avec des terres, des marais qui se retirent. C'est des endroits très iodés, très salés, et c'est là où nos moutons vont paître dans ces endroits si particuliers. Alors c'est très réputé notamment au Mont-Saint-Michel, et l'agneau des présalés n'a pas son semblable, ils font dans la bouche. Alors c'est un plat exquis, c'est un plat aussi emblématique des littoraux français qui finalement sont exploités au niveau de l'élevage. Et donc, notamment, effectivement, en Normandie. Et c'est vrai que cela est complémentaire par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, où au contraire, le littoral, généralement, est plutôt symbolique des légumes, donc d'une culture culinaire plus végétale. Et à mon sens, c'est aussi un symbole de cette complémentarité qui fait la richesse de la cuisine européenne, car il y a effectivement cette frontière en Europe entre la cuisine méditerranéenne autour de cette trilogie, les blés, les vins, l'huile, et effectivement la cuisine plus continentale du Nord autour des laitages, de la viande, et les deux font donc ça nous parle l'histoire de la côte végétale méditerranéenne versus la côte animale atlantique. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Sur mes études, voilà, je voulais vous dire, voilà, j'ai fait en fait une thèse à Sorbonne Université, je n'enseigne pas en fait, voilà. Mais c'est vraiment quand même un sujet qui, à mon sens, a vraiment de l'avenir aussi pour la force de l'Europe en fait de demain. Jusqu'à présent, on l'a sous-estimé, on l'a souvent réduit à des petites anecdotes, mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à se rendre compte de plus en plus, les diplomaties européennes, du potentiel d'image pour les soft power européens de cette dimension. La géopolitique culinaire de Daniele Zappala, docteur en géographie politique à la Sorbonne Université, auteur de Cousine dans la casserole du soft power européen aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France.